À Brazzaville, 333 familles originaires de la République démocratique du Congo ayant fui la crise multiforme dans leur pays demandent asile vers un pays d'accueil. Mais depuis septembre 2010, aucune suite favorable ne leur est réservée. L'administration ne renouvelle plus les attestations provisoires de séjour accordées à ces réfugiés qui leur permettaient de mener une vie active dans le pays. Donc aujourd'hui, la situation devient difficile. Un reportage du correspondant de La Voix de l'Amérique à Brazzaville, Nguela Ngusu. Debout derrière un comptoir de fortune et sous un parasoleil déchiqueté, Martine, mère de 4 enfants, attend des clients. Elle vend de la sauce et des légumes. Je vends les nourritures, mais j'enlève seulement un peu pour les enfants. Le mari ne travaille pas. Le mari ne sort pas. Suite de l'insécurité, nous sommes là pour débrouiller, pour aider les papas à la maison. En tout cas, si tu es fatigué, comment tu peux faire ici à Brazzaville? Il n'y a pas un soutien, il n'y a pas une personne pour te soutenir. Moi, j'avais vendu tous mes habits, mes pagnes pour prendre un fils quelque chose pour commencer à débrouiller. Les hommes, habitués à ramener du pain dans ces familles, restent terrés toute la journée dans leur tente de fortune. Emmanuel explique pourquoi. Nous les hommes, nous sommes ciblés et les deux services de sécurité des deux Congo coopèrent. Ils nous arrêtent arbitrairement. La nuit, ils viennent vous kidnapper, traverser avec vous. Il faut n'importe comment. Préoccupés par ces plaintes et par la passivité du HCR, les organisations de droits de l'homme à Brazzaville dénoncent cette situation. Roch Eloge Nzobo est directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Le renouvellement de l'attestation provisoire de séjour était automatique. De plus en plus, il y a des critères, je peux dire comme ça, arbitraires, qui sont imposés à ces personnes, à savoir la présentation d'un contrat de bail ou alors d'une pièce d'identité du logeur, ce qui est difficile à obtenir. Déçu et désabusé par une situation de demandeurs d'asile qui n'a que trop duré, le coordonnateur Jacques Ntabaye-Rochois lance un appel. Nous avons trop patienté puisque nous croyons que notre revendication était juste et elle est juste, reste juste puisque nous n'avons violé aucunement la loi de ces pays. Regardez comment les gens vivent, regardez les petits matelas, les nattes dehors, comment les enfants sont. C'est vraiment inhumain, les cas comme ça. Que le monde voit la situation qui se passe et que les cœurs déjà soient touchés pour que la situation soit décantée et que ces gens vivent comme d'autres peuples du monde. Comme on le voit, en attendant leur réinstallation dans un autre pays, les 333 familles demandeurs d'asile de la RDC doivent multiplier des stratégies pour survivre. Nguela Ngusu, Brazzaville, La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Nous avons même constaté qu'au niveau de Mitouaba, il y a bien sûr certains enfants qui sont sortis dans les formels. Nous avons appris aussi qu'au niveau de Manono, il y a aussi les enfants qui se sont rendus. Si on atteint au minimum 100 enfants qui sortent des mouvements insurrectionnels et qu'il n'y ait pas assez d'adhésion, on aura atteint au moins 75% de nos objectifs. Mais comment vous allez vérifier s'il n'y a pas de nouvelles adhésions? Ça se vérifie en voyant le mouvement des insurgés. À chaque instant que les insurgés se produisent dans le village, il y a toujours les enfants. Si on remarque moins d'enfants et si encore on constate qu'il y a les enfants qui quittent le mouvement et qui se rendent pour les centres de prise en charge pour la réinsertion, là on pourra mesurer notre action. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, l'Union pour la démocratie et le progrès social a dénoncé l'arrestation du député de l'opposition Diomi Ndongala et de Jean-Claude Ndala, directeur de cabinet adjoint d'Étienne Tshisekedi, accusé de complot contre le président Joseph Kabila et le premier ministre Matata Ponyo. Bruno Mavungu, le secrétaire général du parti, a dit à Radio Okapi, je cite, « Ce n'est pas avec des bouteilles vides, des mousses, du carburant et une machette qu'on peut attaquer le cortège présidentiel, protégé par des hommes bien équipés. » L'Association africaine des droits de l'homme dénonce l'acharnement judiciaire sur le député qui a par ailleurs été jugé pour viol sur mineur et appelle à l'indépendance de la justice congolaise. Le président de l'ASADO, maître Jean-Claude Katende. Monsieur Diomi Ndongala a été d'abord poursuivi au mois de juin pour viol sur mineur, une affaire que nous avions jugée fabriquée de toutes pièces par les gens proches de la majorité au pouvoir à Kinshasa.
pour faire taire M. Diomin Dongala, qui était un appui sérieux pour M. Etienne Tshisekedi, et il a été enlevé, porté disparu pendant plusieurs mois, et il avait réapparu au lendemain de la conférence de la francophonie ici à Kinshasa. Et il y a quelques jours, il a été encore arrêté par la police nationale, premièrement pour les faits qui lui ont été reprochés l'année passée concernant les viols des mineurs, pour lesquels il avait déjà été en difficulté avec la justice. Mais en même temps aussi, on a arrêté un groupe de Congolais qui se seraient mis ensemble pour porter atteinte à la personne du président de la République et à celle du Premier ministre. Et nous avons appris que les chefs de ce groupe, ou celui qui donnerait des moyens à ce groupe, serait M. Diomin Dongala. Alors il y a également Jean-Claude Ndala qui a été arrêté. Oui, il y a d'autres personnes qui ont été arrêtées dans le cadre du groupe insurrectionnel où M. Diomin Dongala serait le financier. Donc il y a un groupe de plus de 13 personnes qui a été aussi arrêté la semaine passée. Certains d'entre eux, ils ont nommé M. Diomin Dongala comme étant le chef de ce mouvement. Est-ce que cette théorie du complot contre le président vous paraît plausible? Non, tout ce qu'on a trouvé sur ces personnes, c'était des armes blanches. Ils avaient des bouteilles vides, ils avaient des machettes, mais aussi des bouteilles remplies d'essence. Et donc, ils n'avaient aucune arme à feu sur eux. C'est pour attaquer le président, tout comme le Premier ministre, qui sont sérieusement protégés. Je pense que tout groupe sérieux ne peut pas s'hasarder avec les armes blanches. Et donc, pour nous, nous pensons que c'est un coup qui a été monté pour discréditer davantage M. Diomin Dongala et le faire taire pour toujours. Combien de temps M. Diomin Dongala peut-il rester aux arrêts légalement? La semaine passée, il a été présenté au juge pour solliciter la liberté provisoire. Mais cette liberté provisoire lui a été refusée. S'il n'est pas libéré, nous demandons à ce qu'on organise un procès juste et équitable et que toutes les garanties constitutionnelles reconnues à toute personne arrêtée soient respectées. Mais nous demandons aussi que la justice cesse d'être instrumentalisée par les hommes politiques qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui veulent l'utiliser pour régler des comptes à leurs adversaires politiques. Le président de l'ASADO, maître Jean-Claude Katende. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'Ouganda, la République démocratique du Congo, justement, déclaration du M23 qui estime que le déploiement annoncé de la brigade d'intervention de l'ONU dans l'est de la RDC signera la fin de la guerre contre le régime du président Joseph Kabila. Dans le même sens, la réaction du ministère rwandais des Affaires étrangères, selon Kigali, la brigade d'intervention que l'ONU va déployer dans l'est de la RDC pourra avoir un rôle de dissuasion, mais le plus important reste le processus politique. La RDC où est actuellement engagée une campagne, notamment dans la province instable du Katanga, pour dissuader les enfants de s'enrôler dans les groupes armés ou alors les encourager à les quitter. C'est en tout cas un des objectifs visés par l'ONG Action contre la pauvreté, engagée dans cette campagne. On écoute à ce sujet son coordinateur, Georges Kadinga, sur des propos recueillis par nos confrères de la radio Okapi. Nous avons même constaté qu'au niveau de Mitwaba, il y a bien sûr certains enfants qui sont sortis dans les formels. Nous avons appris aussi qu'au niveau de Manono, il y a aussi les enfants qui se sont rendus. Si on atteint au minimum 100 enfants qui sortent des mouvements insurrectionnels et qu'il n'y ait pas assez d'adhésion, on aura atteint au moins 75% de nos objectifs. À chaque instant que les insurgés se produisent dans le village, il y a toujours les enfants. Si on remarque moins d'enfants, et si encore on constate qu'il y a les enfants qui quittent le mouvement et qui se rendent pour les centres de prise en charge pour la réinsertion, là, on pourra mesurer notre action. La RDC, où 12 défenseurs des droits de l'homme ont été condamnés aujourd'hui à 20 ans de prison dans la province de Badandou, dans l'ouest du pays, pour avoir préparé une marche dénonçant la gestion de la province de Bandou. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
République démocratique du Congo. Au Nord Kivu, le conflit qui a longtemps duré entre les habitants de Rutshuru et le parc national de Virunga va vers une solution négociée. Pour éviter que les éléphants continuent de ravager les champs de la population riveraine et pour trancher sur le conflit des terres dans la réserve de chasse de Rutshuru, des fils électriques seront placés entre les champs et le parc. Les deux camps semblent satisfaits par cette solution en attendant le processus de déclassement du domaine de chasse. Un reportage de Primo Pascal Rudaigua, correspondant de La Voix de l'Amérique à Goma. La population avait envahi le domaine de chasse et les éléphants à leur tour venaient dévaster les champs de la population. Le directeur adjoint de l'ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Norbert Mushenzi explique. Le problème qui existait entre l'ICCN et la population de Rutshuru est autour de leur domaine de chasse de Rutshuru, dont la gestion a été confiée à l'ICCN vers les années 88 et qu'aujourd'hui se trouve envahi à plus de 95%. C'est-à-dire qu'il avait à peu près une surface de 100 000 hectares, mais aujourd'hui il ne nous reste plus que 5% de cette surface. Et qui est malheureusement actuellement envahi par des cultures et qui constitue pour nous une zone de transhumance. Le parc national de Virunga occupe une grande partie du territoire de Rutshuru. Les populations n'ont pas accès à la terre à cause d'autres concessionnaires qui se sont accaparés de vastes étendues, précise Modeste Kabori, chef de groupement de Bukoma. Nina population plus de 38 000 habitants. J'ai une population de plus de 38 000 habitants. Ces habitants n'ont pas de champs. Ils cultivent dans des plantations de privés avec beaucoup d'exigences. C'est pour cette raison que les populations riveraines avaient envahi le domaine de chasse. Avec la facilitation de Pôle Institute, qui est un institut interculturel dans la région des Grands Lacs, l'ICCN et les habitants de Rutshuru se sont mis autour d'une même table pour trouver une solution négociée, c'est-à-dire laisser environ 500 mètres du domaine de chasse à la population et placer une clôture électrique pour éviter le débordement des éléphants. Norbert Mushenzi. C'est une clôture qui est alimentée par une source énergétique. Les champs de population ne seront pas ce que nous appelons la déprédation, c'est-à-dire la dévastation de ces champs par les animaux. Mais les animaux aussi sont obligés de rester dans leur zone de protection. C'est ça l'avantage de la clôture. Donc, et le parc y trouve son compte et la population y trouve son compte. La population est satisfaite de cette disposition. Raphaël Kasereka Tswanga est le président des SAP, un syndicat de paysans. Nous remercions Pôle Institute qui vient de nous réconcilier avec l'ICCN et nous promettons de soutenir ces nouvelles dispositions et nous allons désormais protéger le parc ensemble avec l'ICCN. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, le déploiement de la brigade d'intervention de la MONUSCO est imminent. Une déclaration faite mardi à Kinshasa par le général Babacar Gaye, conseiller militaire du secrétaire général des Nations Unies, à l'issue d'une mission dans la sous-région des Grands Lacs sans préciser de date. Cette force chargée de neutraliser les groupes armés sera dotée des moyens d'action et d'une capacité de mobilité conséquent. On l'écoute. Cette brigade aura son état-major de brigade déployé à Goma. Elle aura également ses bataillons centrés autour de Goma. Cette brigade sera composée, comme d'ailleurs l'a indiqué la résolution 2098, de 3 bataillons d'infanterie disposant de moyens d'appui et de moyens de soutien. Parmi ces moyens d'appui figurent de l'artillerie et également les hélicoptères d'attaque qui sont déjà présents à Goma et qui seront renforcés ultérieurement. Parmi ces moyens de soutien figure bien sûr tout le soutien médical adéquat, mais également toute la mobilité aérienne dont dispose aujourd'hui la MONUSCO et qui sera à très court terme renforcée par des hélicoptères supplémentaires. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. De la RDC à présent. Le vieux conflit entre les habitants de Rutshuru et la direction du parc national de Virunga va-t-il trouver une solution pacifique? Pour éviter que les éléphants continuent de ravager les champs de la population, des barrières électriques seront placées entre les champs et le parc, une solution qui semble satisfaire les deux camps.
Primo Pascal Rudaigua est le correspondant de la Voix de l'Amérique à Goma. Voici son reportage. La population avait envahi le domaine de chasse et les éléphants à leur tour venaient dévaster les champs de la population. Le directeur adjoint de l'ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Norbert Mouchenzi explique. Le problème qui existait entre l'ICCN et la population des Rutshuru est autour de leur domaine de chasse des Rutshuru, dont la gestion a été confiée à l'ICCN vers les années 88 et qu'aujourd'hui se trouve envahi à plus de 95%. C'est-à-dire qu'il avait à peu près une surface de 100 000 hectares, mais aujourd'hui il ne nous reste plus que 5% de cette surface et qui est malheureusement actuellement envahi par des cultures et qui constitue pour nous une zone de transhumance. Le parc national de Virunga occupe une grande partie du territoire de Rutshuru. Les populations n'ont pas accès à la terre à cause d'autres concessionnaires qui se sont accaparés de vastes étendues, précise Modeste Kabori, chef de groupement de Bukoma. Nina population plus de 38 000 habitants. J'ai une population de plus de 38 000 habitants. Ces habitants n'ont pas de champs. Ils cultivent dans des plantations de privés avec beaucoup d'exigences. C'est pour cette raison que les populations riveraines avaient envahi le domaine de chasse. Avec la facilitation de Pôle Institute, qui est un institut interculturel dans la région des Grands Lacs, l'ICCN et les habitants de Rutshuru se sont mis autour d'une même table pour trouver une solution négociée, c'est-à-dire laisser environ 500 mètres du domaine de chasse à la population et placer une clôture électrique pour éviter le débordement des éléphants. Norbert Mouchenzi. C'est une clôture qui est alimentée par une source énergétique. Les champs de population ne seront pas ce que nous appelons la déprédation, c'est-à-dire la dévastation de ces champs par les animaux. Mais les animaux aussi sont obligés de rester dans leur zone de protection. C'est ça l'avantage de la clôture. Donc, et le parc qui trouve ce compte, et la population qui trouve ce compte. La population est satisfaite de cette disposition. Raphaël Kasereka Tswanga est le président des SAP, un syndicat des paysans. Nous remercions Pôle Institute qui vient de nous réconcilier avec l'ICCN et nous promettons de soutenir ces nouvelles dispositions et nous allons désormais protéger le parc ensemble avec l'ICCN. Goma, Primo Pascal Rudaigua, la voix. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Bangui, la République démocratique du Congo, la rébellion du M23 qui annonce la réintégration d'environ 450 combattants d'une faction rivale réfugiés depuis le mois de mars dernier au Rwanda après une défaite militaire. Les 450 combattants réintégrés sont issus de la branche de Jean-Marie Runiga, le président politique du M23 dont les troupes ont fui au Rwanda après l'offensive du chef militaire, le général Sultani Makenga. Le M23 avait pris les armes contre l'armée régulière en mai 2012 dans le nord Kivu à l'est de la RDC. Avant la scission du mouvement en février dernier, il était composé de quelques 3000 hommes. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Universel, direction Kampala à présent, toujours aucun accord en vue entre le M23 et Kinshasa, et ce près d'un an après le début de la rébellion. L'heure tourne pour les rebelles congolais puisque la brigade d'intervention de l'ONU va bientôt se déployer dans l'est de la RDC. C'est même imminent, c'est ce qu'a déclaré le général Babacar Gaye, conseiller militaire du secrétaire général des Nations Unies. Pour faire le point sur ces discussions, j'ai posé la question à Thierry Vircoulon d'International Crisis Group. Il y a une stratégie d'usure qui est menée par la partie gouvernementale congolaise, qui elle n'a pas intérêt à signer un accord avec le M23 de Sultani Makenga. Par contre, on a le sentiment que du côté de Sultani Makenga et du M23, il y a une volonté de signer un accord avant le déploiement de la brigade d'intervention des Nations Unies. Et donc, c'est plutôt le M23 à l'heure actuelle qui serait demandeur d'un accord, tandis que la partie gouvernementale, elle, n'a pas intérêt à signer dans le contexte actuel. Est-ce que les deux parties sont parvenues à un compromis sur certains points qui sont négociés maintenant depuis des mois à Kampala? Il y avait eu un accord sur le désaccord, c'est-à-dire il y a quelques mois, ils avaient signé un document relatif à la mise en œuvre de l'accord de 2009, où ils avaient fait une évaluation commune de l'accord de 2009. Et en fait, ils avaient signé un document qui ne voulait pas dire grand-chose, puisqu'il disait simplement on n'est pas d'accord sur ce qui a été mis en œuvre de cet accord. Et sur le terrain, que va changer fondamentalement la brigade d'intervention de l'ONU? La brigade d'intervention est encore un point d'interrogation. Elle va être composée de troupes sud-africaines, tanzaniennes et du Malawi. Elle fait peur, en tout cas, elle fait peur au M23, ça c'est clair.
mais il est douteux qu'elle ait la capacité d'accomplir sa mission, puisque sa mission est définie d'une manière très large, puisqu'elle doit neutraliser tous les groupes armés. Ça fait quand même plusieurs dizaines de milliers d'hommes, alors que la brigade, elle, en aura 3000. Et puis, il y a aussi toute la question des risques collatéraux, c'est-à-dire des risques de représailles sur les populations après des opérations offensives de la brigade. Il y a aussi toute la question de la coordination à l'intérieur des Nations Unies, qui n'est pas une affaire simple. Oui, d'autant qu'on laisse de côté la refonte de l'armée congolaise. Oui, alors ça faisait partie du soi-disant deal qu'il y a eu entre le secrétaire général des Nations Unies et le gouvernement congolais lors de la signature de l'accord de février. C'est-à-dire que le déploiement de la brigade se fait en compensation, se fait en attendant que la réforme de l'armée congolaise avance. Et en effet, la réforme de l'armée congolaise, depuis la signature de cet accord, on n'a pas encore vu de signaux très très clairs sur ce sujet, ce qui laisse beaucoup à penser que le président Kabila, comme à son habitude, joue la montre et laisse s'enliser le dossier. Thierry Vircoulon joint à Paris. Voici à présent. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo. Eh bien, hier à Kampala, on attendait, oui, les propositions de la médiation ougandaise pour un éventuel accord de paix entre les rebelles du M23 et le gouvernement de Kinshasa. Un accord toujours recherché par les deux délégations depuis décembre 2012. Bruno Minas, vous êtes sur place pour RFI. Une fois encore, on le disait, rien ne s'est produit. Le ministre ougandais de la Défense, Crispus Kiyonga, devait exposer hier sa synthèse, sa proposition d'accord à signer entre les deux parties. Rendez-vous avait été donné à 9h, puis à 10h, ensuite l'après-midi et finalement plus rien. Cette hésitation illustre la difficulté de trouver un terrain commun entre Kinshasa et le M23. Du côté du mouvement rebelle, on pense que le gouvernement fait tout pour retarder l'accord, privilégiant ainsi la voie militaire, c'est-à-dire la brigade d'intervention des Nations Unies. Pas du tout, rétorque la délégation de Kinshasa, qui assure attendre la décision du médiateur. Chacun des deux protagonistes a fait ses propositions. Elles sont aux antipodes l'une de l'autre. Le gouvernement propose une dissolution immédiate du M23. Le M23 voudrait au contraire conforter sa présence pendant 5 années, qui serait consacrée à la lutte contre les autres groupes armés. Hier soir, un dirigeant du M23, René Abandi, a déclaré sur l'antenne en langue swahili de RFI que son mouvement se tenait prêt à gagner une éventuelle guerre contre la brigade des Nations Unies. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, les ONG de défense des droits humains sont en émoi. La FIDH et ses associations affiliées, l'Association africaine des droits de l'homme, le groupe Lotus et la Ligue des électeurs ont interpellé la Cour pénale internationale suite à la publication d'informations selon lesquelles un ancien membre du personnel de la CPI aurait commis des abus sexuels contre 4 personnes bénéficiant du programme de protection de la CPI en RDC. Même s'il se félicite des mesures adoptées et annoncées par la CPI, ces ONG restent inquiètes. On écoute Maître Jean-Claude Katende de l'Association africaine des droits de l'homme, l'ASADO. Ce que nos organisations espèrent de la CPI, c'est que d'abord les enquêtes qui vont être faites soient transparentes et qu'on communique régulièrement avec les organisations de la société civile ce qui se passe, que les poursuites soient engagées contre les personnes qui sont mises en cause, donc auteurs d'abus sexuels dont nous déplorons la survenance aujourd'hui, mais aussi que les victimes jouissent de la sécurité, de la protection de la part de la CPI et qu'elles aient droit à des réparations quand tous les faits vont être établis de la manière la plus objective dans les chefs des auteurs. Vous attendez des autorités congolaises qu'elles veillent à ce que ces allégations fassent vraiment l'objet d'une enquête? Oui, tout à fait. Nous tenons à ce que les autorités congolaises veillent à ce que les allégations qui sont aujourd'hui mises à la place publique fassent l'objet d'une enquête pour que les auteurs soient punis. Parce que si cela n'est pas fait,
La conséquence, c'est qu'il y a d'autres personnes qui peuvent continuer à abuser des personnes qui sont sous les mandats de la Cour pénale internationale. Et ça ne va pas faire avancer le travail de cette Cour, dont vraiment la société civile attend beaucoup. Ces abus ont été signalés dans un contexte en RDC extrêmement difficile. Dans le contexte de la République démocratique du Congo, et compte tenu du fait que la justice nationale n'a pas la confiance de la population et ne fonctionne pas de manière adéquate, nous espérons et les organisations que nous représentons comptent beaucoup sur le travail de la Cour pénale internationale pour que les victimes d'abus sexuels et surtout des faits d'incrimination qui relèvent de la Cour pénale internationale puissent avoir droit à la justice, mais aussi à des réparations. Je pense que le travail de la Cour pénale internationale peut contribuer pour beaucoup à la diminution des crimes internationaux en République démocratique du Congo. On écoutait Maître Jean-Claude Katende de l'Association africaine des droits de l'homme. Il était joint en République démocratique du Congo. L'ONG de défense de la presse, Reporters sans frontières, redoute que la justice congolaise ne soit dévoyée par des personnes puissantes cherchant à se maintenir au-dessus de la loi. Dans l'affaire du procès de Nikez Kibel Beloka, éditeur du bimensuel Les Coulisses, basé à Beni au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le procureur a requis 1 an de prison ferme avec arrestation immédiate contre le journaliste qui est visé par une plainte en diffamation déposée par M. Crispin Yumba Akilimali, sous-directeur à la Direction générale des douanes et assises à Beni. Nikez Kibel Beloka n'a fait que son travail, estime Ambroise Pierre de RSF. On l'écoute. Nikez Kibel Beloka risque 1 an de prison ferme et une amende de $100,000 pour un article dans lequel il a dénoncé des détournements, des malversations dans les exportations de bois. Et donc nous avons appelé la justice congolaise à la raison parce que ce réquisitoire nous semble à la fois extrêmement lourd mais surtout absurde. $100,000 d'amende, il ne pourrait pas les payer. 1 an de prison ferme pour un délit de presse, c'est évidemment disproportionné et surtout voilà un réquisitoire qui touche un journaliste innocent. Mais est-ce qu'il s'agissait d'une fausse nouvelle ? Non, Nikez Kibel Beloka est visé par une plainte en diffamation d'une personne qu'il a mis en cause dans son article. Cette personne, c'est le sous-directeur à la Direction générale des douanes et assises, donc qui s'occupe des douanes dans la région du Nord Kivu. Cette personne s'estime diffamée, mais les éléments que Nikez a apportés dans son article sont des éléments documentés avec des preuves. Il a prouvé, document à l'appui, que cette personne avait bien favorisé la fraude en sous-estimant les quantités de bois à exporter depuis cette région. Donc on a affaire à un procès qui vise un journaliste qui a pourtant apporté la preuve de ce qu'il a écrit. Vous évoquez là une fraude donc présumée commise par M. Crispin Yumba Akilimali. Exactement, lui et la DGDA de Beni en général. Quand je dis la DGDA, c'est la Direction générale des douanes et assises. Vous savez, dans la région, des malversations, il y en a en tout genre. Et là, le travail qu'a effectué Les Coulisses, et en particulier Nikez Kibel Beloka, c'est un travail d'enquête et d'investigation sur 977 tonnes de bois qui avaient disparu lors de ces exportations. Donc, on est vraiment dans le cas d'un journaliste plutôt talentueux. Je précise que Nikez Kibel Beloka, nous le connaissons bien à RSF et il a été le lauréat du prix CNN de la liberté de la presse en Afrique 2009. Donc c'est un journaliste talentueux qui fait de bonnes enquêtes et qui est simplement visé par une plainte en diffamation de la part d'une personne puissante qui a des collusions dans la justice congolaise. Ambroise Pierre de Reporters sans frontières. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Père Tchungu, citoyen journaliste VOA à Kananga. À Kananga, il est noté des séances d'échange organisées par une ONG américaine, l'AIFED, qui mettent ensemble les autorités locales et la société civile
Ils sont en train de faire le point sur le processus de décentralisation et la poursuite du cycle électoral. Ces deux activités sont pratiquement en berne. Ça n'avance pas, pendant que ce sont des choses qui sont prévues, qui sont bien planifiées, arrêtées depuis la Constitution. Les acteurs se sont réunis dans la salle welfare de la MONUSCO. Ils ont recommandé notamment au gouvernement d'adopter l'ensemble des lois nécessaires à la mise en œuvre de la décentralisation. C'est Rose Mbui, c'est un journaliste dans la ville de Mbujimaï, province du Kasaï oriental. Notre information, c'est en rapport avec l'insécurité grandissante dans la province. Plusieurs personnes ont été attaquées, entre autres, un commerçant de Lukalaba a été tué par des hommes armés qui se sont introduits dans sa parcelle. Ils ont ravi $1 000. Outre ce cas d'insécurité, il y a eu un homme qui a perdu la vie dans le district de Chilenge. Il a été tué par des policiers, lui et sa petite fille. Et donc, le général de la police a demandé à la population de pouvoir être vigilant. La Voix de l'Amérique,